Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les présidents de communautés de communes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants des chambres consulaires, j'ai vu le président de la chambre d'agriculture, je sais que le président de la chambre de commerce est excusé, le président de la chambre des métiers est parmi nous, voilà, excusez-moi. Donc les représentants des autorités civiles et militaires, les représentants de la justice, mesdames et messieurs. Je ne vous cache pas que 2017 a été une année difficile, douloureuse même, avec la disparition d'Henri Emmanuelli, qui a dirigé cette collectivité pendant plus de 30 ans. Je sais quel a été votre attachement, non seulement au président, mais à l'homme de conviction et d'action qu'il fut tout au long de ces années. Il était celui qui a façonné le Conseil général depuis l'acte fondateur de la décentralisation en 1982. En 35 ans, il aura mis les Landes au sommet de l'innovation et au service des plus modestes. Combien de fois il fut précurseur et repris au niveau national sur l'enfance maltraitée, avec la création du premier numéro vert, sur le numérique à l'école, avec l'opération écologien, un ordinateur portable, avec le numérique aussi au niveau des collectivités, avec l'Agence landaise pour l'informatique, sur la prise en charge du handicap et le développement du sport adapté avec les journées Handiland, sur l'aide aux personnes âgées, avec des EHPAD publics modernes et aux prix les plus bas, sur la gestion publique de l'eau, bien sûr. La bataille fut féroce. Et sur le suivi de nos ressources hydrogéologiques. J'arrêterai là, la liste serait trop longue. Mais ce qui le guidait au-dessus de tout était le développement économique, seul capable d'apporter les richesses suffisantes au territoire pour apporter des réponses aux plus vulnérables. Alors qu'en 1982, le département subissait un exode rural, nous sommes aujourd'hui parmi les 10 départements de France ayant la plus forte croissance démographique annuelle, avec plus de 1%, soit 2 fois la croissance de la France. Nous sommes aujourd'hui près de 405 000 habitants. Nous sommes tous collectivement responsables de cet héritage et chacun à notre place. Nous devons en être dignes et le faire fructifier. Il ne nous conduit pas à regarder en arrière ni à cultiver l'entre-soi, mais à maintenir une ambition constante en faveur de l'avenir de notre département et de ses habitants. En 2017, notre département s'est caractérisé par une forte croissance démographique et un chômage toujours élevé. Je vous le disais tout à l'heure, le département est le deuxième où la population a augmenté le plus rapidement en 5 ans. Ces hausses sont presque intégralement dues à l'arrivée d'actifs et de retraités. En octobre et novembre 2017, le chômage a très légèrement baissé dans les Landes, moins 0,1%. Mais il était en décembre de plus de 20 700 demandeurs d'emploi. Sur un an, la tendance est toujours à la hausse, plus 2,9%. Dans ce contexte, vous comprendrez que la réduction drastique des contrats aidés n'est pas une bonne nouvelle. Elle va éloigner des centaines de personnes de l'emploi et sera préjudiciable à la vitalité de nos territoires ruraux. Mais 2017, c'était aussi une économie dynamique, mais secouée par la crise aviaire. En 10 ans, le chiffre d'affaires de l'économie landaise, environ 16 milliards d'euros, a augmenté de 20%, tiré par la croissance des activités de services et le boom du BTP à partir de 2011. L'industrie reste un secteur moteur, puisqu'avec 20 000 salariés et 4,5 milliards de chiffre d'affaires, nous sommes le deuxième département le plus industriel de la Nouvelle-Aquitaine, derrière la Charente.
C'est le secteur moteur de nos exportations, avec 3 entreprises classées parmi les 500 premières entreprises françaises à l'export, DRT, Eger et Tembec. Dans ce secteur, 2018 s'annonce prometteuse. 3 exemples. Un nouveau plan d'investissement très important à Gascogne, la modernisation de l'usine Safran à Tarnos, qui va devenir le site mondial de référence pour le pilotage de la maintenance des turbines d'hélicoptères. Et toujours à Tarnos, l'entrée en production du laminoir des Landes. S'agissant du laminoir de Celsa, un projet de 60 millions d'euros pour 300 nouveaux emplois à la clé, la balle est dans le camp du gouvernement, qui doit finaliser l'opération de financement avec le concours de BPI France et de la Caisse des dépôts. Nous ne doutons pas que le président de la République aura à cœur de tenir l'engagement qu'il avait pris quand il était lui-même ministre de l'économie. L'industrie agroalimentaire, mais aussi le secteur agricole, traditionnellement soumis aux aléas conjoncturels, ont été durement secoués par la crise de l'influenza aviaire. La filière avicole, 3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 10 000 emplois, pourra compter en 2018, comme les années précédentes, sur le soutien indéfectible du département, avec en point de mire la pose de la première pierre de l'agrocampus sur la Technopole Agroland, qui abrite déjà le cluster biosécurité et qui très bientôt accueillera une pépinière d'entreprise. À l'image du site pilote de biosécurité aménagé à Mugron par le groupe coopératif Maïsadour, il faut souligner l'investissement de l'ensemble de la filière, depuis les éleveurs jusqu'aux transporteurs, pour se prémunir contre les risques sanitaires et reconstruire une filière d'excellence. En 2018, le département poursuivra son engagement pour la valorisation des produits de qualité à travers le soutien à Qualité Land, le dispositif agri-local et une action spécifique en direction du maraîchage. En 2018, le département agira pour stimuler l'activité et donc l'emploi. Car avec la croissance démographique et un chômage qui reste très élevé, l'emploi reste la préoccupation principale de nos concitoyens. Certes, le département n'a pas de compétences spécifiques en la matière, mais nous pouvons agir pour développer l'activité sur nos territoires, en partenariat avec les collectivités locales et la région. En 2018, grâce à une gestion rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement et un accroissement de nos recettes, liées notamment aux droits de mutation, nous pourrons maintenir un haut niveau d'investissement public comparable à 2017, soit 110 millions d'euros. Cela aura des conséquences positives sur le carnet de commande des entreprises du BTP et plus largement sur l'aménagement du territoire au service des habitants. Ainsi, le plan très haut débit va entrer en 2018 dans une phase active pour le déploiement de la fibre optique, avec un objectif de 20 000 prises à la fin de l'année. Les communes d'Aire-sur-Adour et Ichoux seront les premières équipées. L'an passé, près de 7 000 foyers ont bénéficié d'une montée en débit. Ce plan d'aménagement numérique, piloté par le SIDEC, est prévu jusqu'à 2020 pour un investissement total de 180 millions d'euros. Nous poursuivrons bien sûr l'aménagement des zones d'activité en partenariat avec les collectivités territoriales, avec le modèle des syndicats mixtes. Si les inquiétudes très fortes des enseignes sur l'évolution du modèle économique du commerce a conduit le groupe Imochan à renoncer à son projet d'implantation à Saint-Jean-de-Marennes, la commercialisation du parc Atlantis Sud se poursuit à un rythme soutenu avec des arrivées importantes qui devraient se concrétiser en 2018. Aujourd'hui, 809 salariés travaillent à Atlantis Sud, 741 sur le parc, 68 dans les entreprises de Domoland. 60 millions ont été investis par les entreprises sur le site et 566 postes de travail ont été créés sur la seule commune de Saint-Jour entre 2008 et 2013, soit une augmentation de 39%. Domoland et son espace de simulation virtuelle est courtisé par les grandes métropoles françaises et les groupes de BTP, qui ont bien compris tout l'intérêt d'un tel outil dans l'économie de la construction. L'année 2018 sera consacrée à l'évolution de la structure juridique de la SPL pour que l'on puisse exporter ce savoir-faire et garder notre longueur d'avance à la matière.
Nous allons aussi intensifier notre action en direction des acteurs de l'économie sociale et solidaire en stimulant l'innovation et l'émergence de tiers-lieux. Notre but est de favoriser la création d'emplois durables et non délocalisables. Le tourisme et le thermalisme, qui génèrent 1,1 milliard d'euros de dépenses au bénéfice du territoire, sont de gros pourvoyeurs d'emplois, plus de 20 000. Nous devons continuer à investir pour renforcer notre position de première destination d'Aquitaine, mais aussi pour développer notre attractivité en dehors de la haute saison. Cela passe par de nouveaux équipements structurants comme l'hôtel Splendid, qui va ouvrir ses portes à Dax, le complexe immobilier à dominante golfique de TOS, le soutien à la filière surf, avec une volonté commune d'accueillir les épreuves des JO 2024. Aussi un effort conjugué avec le comité départemental du tourisme pour développer le tourisme gourmand et une démarche partagée avec les communautés de communes et les chambres consulaires en vue de créer une marque de territoire langue. Mais développer notre attractivité, c'est aussi protéger et valoriser notre patrimoine naturel et paysager. Le littoral, bien sûr, mais aussi les 86 sites labellisés dans le département. C'est aussi mailler le territoire d'itinéraires cyclables, pédestres, équestres. C'est encore accompagner les collectivités locales et leurs groupements dans la démarche zéro phyto. C'est enfin promouvoir le développement des énergies renouvelables. Améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route fait aussi partie de nos priorités. Nous y consacrerons en 2018 environ 23 millions d'euros avec la volonté réitérée que le trafic des poids lourds en transit se reporte sur l'autoroute et ou sur le rail. Voilà aussi pourquoi nous réaffirmons la nécessité d'une liaison ferroviaire à grande vitesse au sud de Bordeaux, en direction de l'Espagne, premier partenaire commercial des entreprises landaises à l'export. La construction de la LGV libérerait des sillons pour le fret ferroviaire et les trains de proximité et du quotidien. Nous attendons une réponse claire du gouvernement sur ce point, mais nous ne voyons rien venir d'encourageant. En 2018, nous agirons pour réduire les inégalités et renforcer les solidarités. Avec le chômage, le deuxième grand échec du capitalisme est que la répartition de la fortune et du revenu y est arbitraire et manque d'équité, écrivait John Maynard Keynes en 1936 dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. 80 ans plus tard, le constat reste malheureusement d'actualité. La publication du premier rapport sur les inégalités mondiales est résumée ainsi par le coordonnateur de l'étude, l'économiste Lucas Chancel. Au niveau mondial, le 1% du haut a capté 2 fois plus de croissance que les 50% du bas. C'est considérable. La France ne fait pas exception, mais elle a été mieux à même d'assurer une progression des revenus de ceux situés au bas de l'échelle. La fiscalité, l'investissement dans l'éducation, dans la santé, de manière générale dans les services publics ouverts à tous, ont permis aux classes moyennes et populaires de moins décrocher que dans nombreux autres pays. Par contre, si on continue à réduire l'imposition des plus riches, alors que leurs taux d'imposition sont plus bas que ceux pesant sur les classes moyennes, et que de fait ils contribuent proportionnellement moins aux impôts, il est probable que la France rejoigne la tendance des pays les plus inégalitaires. Pour reprendre la formulation du président de la République, les premiers de cordée ne l'ont pas attendu pour voir progresser leurs revenus. Par contre, la démonstration est faite que leur réussite n'a pas entraîné une augmentation des revenus des plus faibles. Pour notre part, en 2018, le département continuera d'agir pour améliorer le pouvoir d'achat des familles. Cela se traduira par des aides d'urgence pour les foyers les plus en difficulté, mais aussi par des actions spécifiques en direction des jeunes comme les bourses, les prêts d'honneur pour étudiants et apprentis, et une tarification à la cantine des collèges qui est la plus basse de la Nouvelle-Aquitaine. Le pack XL Jeunes est un véritable succès. Nous reconduirons le permis citoyen, une aide de 450 €, conditionnée par un engagement civique. Ce dispositif complété par un chèque sport et une aide à la complémentaire santé étudiante
a bénéficié à 350 jeunes landais qui ont effectué 13 600 heures de bénévolat. L'égalité d'accès à l'éducation reste un marqueur fort de notre collectivité, avec un effort d'investissement soutenu qui se traduira en 2018 par la requalification du collège de Cabreton et le démarrage des travaux pour le futur collège d'Angresse. Au titre de notre compétence de protection de l'enfance, nous assurons l'accueil, l'évaluation et l'accompagnement des mineurs isolés ou dits non accompagnés, qui arrivent en grand nombre dans notre département. Aujourd'hui, environ 200 mineurs isolés sont actuellement pris en charge par nos services, ce qui devient difficilement soutenable. La charge financière est lourde, la prise en charge étant organisée dans l'urgence, elle déstabilise les dispositifs d'accueil existants et ne permet pas la mise en place d'un accompagnement pérenne et de qualité. Aussi, il est urgent que le gouvernement définisse un partage équitable des responsabilités et de la charge financière pour l'accueil et la prise en charge de ces mineurs. Mais accompagner les plus fragiles, c'est aussi prendre soin de nos aînés. Notre ambition est forte dans ce domaine et passe par des actions innovantes, comme celle que nous continuerons d'expérimenter en 2018 avec la Poste, pour favoriser le mieux vieillir à domicile. Nous poserons cette année la première pierre du village Alzheimer, qui ouvrira ses portes en 2019 à Dax. C'est un projet innovant, une première en France qui, au-delà de son aspect architectural original, favorisera le maintien de la vie sociale des personnes accueillies et qui ouvre la voie à de nouvelles avancées thérapeutiques. Le logement est un vrai sujet de préoccupation pour les Français. Par son coût, qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années, atteignant un pic en 2017. À titre de comparaison, les Français consacraient en 1985 20,8% de leurs revenus au logement. Ils en consacrent aujourd'hui 26,2%. Le gouvernement stigmatise le logement social et les bénéficiaires de l'APL. Il faut savoir que l'APL représente en France 0,82% du produit intérieur brut. Et que cette allocation, en proportion du PIB, est stable depuis 1996. Alors que l'aide au logement du Royaume-Uni représente 1,5% du produit intérieur brut. Pour les autres pays qui consacrent moins d'argent que la France à l'aide au logement, comme l'Allemagne par exemple, ils ont souvent mis en place un encadrement des loyers. En France, ce dispositif vient d'être annulé. Le logement social n'est pas une compétence obligatoire du département, mais nous avons fait le choix de fortement nous investir aux côtés des collectivités et des bailleurs sociaux pour mieux aménager le territoire et répondre à la forte demande de nos concitoyens. Et que vous sachiez que c'est 1 800 000 demandes aujourd'hui au niveau de notre pays et 7 000 au niveau des Landes. Les objectifs de construction de nouveaux logements sont aujourd'hui remis en cause par la décision du gouvernement de compenser la baisse des APL par une remise sur les loyers que perçoivent les bailleurs. Pour XL Habitat, l'opérateur majoritaire dans ce département, la perte en fonds propres est évaluée à 4 700 000 euros dès 2018, soit le levier pour financer la construction de 455 logements. Un mauvais coup sur le plan économique et social, et particulièrement sur les entreprises du BTP dont le logement social représente plus de 12% de l'activité annuelle. La loi NOTRe a renforcé le rôle du département en faveur de la solidarité territoriale. Nous serons au rendez-vous pour répondre aux attentes des citoyens en matière de services publics et pour soutenir les projets des collectivités locales. La croissance démographique, l'arrivée de jeunes familles sur nos territoires, mais aussi le vieillissement de la population nous oblige à chercher un équilibre durable dans notre politique d'aménagement du territoire. Mais il ne peut y avoir de solidarité territoriale sans solidarité nationale. La baisse des dotations aux collectivités conjuguée aujourd'hui à la réforme de la taxe d'habitation risque fort d'aggraver encore les fractures que les collectivités tentent de résorber chaque jour. En effet,
En mettant en œuvre la compensation sur la base des taux d'imposition actuels, on ne fait qu'inscrire dans le marbre les inégalités territoriales existantes. J'ai l'impression que l'on rejoue le scénario de 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle. En 2010, la taxe professionnelle était qualifiée d'impôt imbécile et injuste. Ce sont les mêmes qualificatifs employés pour la taxe d'habitation. Qu'en est-il advenu? Pour certaines collectivités, la perte de l'ATP fut une catastrophe bien plus importante que la baisse des dotations que nous avons connues depuis. Et alors que la main sur le cœur, le président de la République de l'époque nous avait promis la compensation. En 2017, le gouvernement actuel, à travers sa loi de finances, utilise cette fameuse compensation de la réforme de la taxe professionnelle comme variable d'ajustement, et j'invite les présidents des communautés de communes à bien regarder leur dotation en 2018 qui va baisser de 17%. C'est l'effet des dotations qui ne baissent pas. D'autre part, on nous explique que c'est un impôt injuste. Vérifions sur pièce. Aujourd'hui, près de 20% des foyers fiscaux les plus modestes en sont exonérés. Et les 60% qui vont être exonérés, parce que vous avez vu que c'est 80% des foyers fiscaux qui allaient être exonérés, contribuent à hauteur de 9 milliards au niveau national. Les 20% qui devraient continuer à payer contribuent à hauteur pratiquement de la même somme. On peut naturellement en conclure que les plus forts revenus contribuent plus fortement que les autres. Cet impôt, bien que non assis sur le revenu, n'est peut-être pas si imbécile ni injuste que l'on veut bien nous le vendre. J'en terminerai mon intervention avec la problématique des rythmes scolaires qui va vous être posée en 2018. C'est celle du choix des communes de revenir ou pas sur la semaine des 4 jours et demi. Comme nous sommes à la période des vœux, souhaitons que l'intérêt de l'enfant et seulement l'intérêt de l'enfant prime dans la décision que prendront les maires. Le département a toujours eu une position très claire sur le sujet, parce que nous étions pleinement conscients de la dégradation continue des performances de notre système éducatif dans le primaire, et parce que la grande majorité des spécialistes des rythmes biologiques prônent un étalement sur 4 jours et demi, nous nous sommes pleinement engagés aux côtés de l'association des maires dans la mise en œuvre de la réforme Payon, et nous y avons consacré des moyens financiers importants. Même si tout n'a pas été parfait, force est de constater que cela s'est plutôt bien passé dans les Landes, avec l'émergence de nombreux projets éducatifs territoriaux ambitieux, notamment en zone rurale. Ne faut-il pas surtout se féliciter des temps d'ouverture que constituent les activités périscolaires, comme le théâtre, la musique ou les arts plastiques et même le sport, donnant la possibilité à des enfants qui en étaient parfois très éloignés, quasiment 1 sur 2, de découvrir de nouvelles pratiques éducatives et culturelles. Alors que cette loi n'a pas encore fait l'objet d'une évaluation, j'engage les élus locaux à bien réfléchir avant de prendre leurs décisions. L'avenir de la réussite scolaire peut en être impacté. Donc vous avez vu que, avec cette invitation que je vous ai adressée ce soir, il y avait une citation de Victor Hugo, qui quelque part résume un petit peu tout ce que chaque élu devrait avoir à cœur de réussir. Il disait « Vous n'avez rien fait, tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans peine. Tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé toute leur vie peuvent être sans asile. » Aujourd'hui, je crois que c'est de notre devoir de remettre la solidarité au cœur de notre projet politique, et le département va s'y employer. Je vous souhaite une excellente année à tous et bonne année 2018. Merci.